Bonjour à tous chers amis, bonjour à tous chers contributeurs. Je salue en particulier les contributeurs qui auront le privilège de la primeur de cette vidéo, mais je salue aussi tout le monde puisque c'est le genre de vidéo que je n'exclus pas de sortir en public un jour. Donc je dis bonjour à tout le monde. Le thème de la vidéo, l'intelligence artificielle va rendre les gens encore plus débiles. Voilà, hein, c'est le titre de la vidéo. Et c'est une certitude. C'est-à-dire que c'est pas une opinion, c'est pas du défaitisme, c'est pas une pensée réactionnaire anti-progrès, c'est pas du pessimisme, c'est une fatalité. On peut, si vous voulez, nuancer le propos. Il va y avoir une partie des individus minoritaires qui va s'emparer de cet outil, puis qui va en tirer profit pour devenir plus intelligente, plus cultivée, plus riche, plus spirituelle même peut-être. Ça va sûrement permettre de faire de grandes découvertes, hein, des sauts quantiques technologiques, accélérer la recherche, etc. Mais on sait que sur les masses humaines, l'outil intelligence artificielle va avoir des effets catastrophiques. Et on le sait de toute éternité. C'est ça qui est très intéressant, c'est que les anciens, qui n'avaient évidemment aucune idée qu'un outil comme l'IA pourrait exister un jour, le savaient déjà et nous l'avaient enseigné à travers le symbolisme notamment. Nous le verrons plus tard dans cet audio. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous expliquer, de vous démontrer pourquoi l'intelligence artificielle va nous rendre encore plus débiles, j'insiste sur le nous, je m'inscris à l'intérieur de ce mouvement, je vous rappelle que mes contenus privés, les plus sexuels, les plus subversifs, les plus intelligents, les plus drôles, tout ce que vous voulez, sont sur Patreon. Voilà, pour 7 € par mois, vous avez accès à tout. Et pour 3 € par mois, vous avez accès à nos lives privés, en général avec Pierre-Yves Lenoble, un espace de liberté sur Internet comme il n'en existe nulle part ailleurs. Et tous les habitués de nos lives privés le savent et pourront nous le confirmer. Les liens sont disponibles en descriptif de la présente vidéo. Alors on revient à l'IA, outil d'abrutissement des masses, et j'ai envie de dire nouvel outil d'abrutissement des masses, puisqu'on a un précédent, entre guillemets, qui s'appelle Internet. Donc on va faire un petit détour en arrière avec l'apparition d'Internet dans les foyers, d'abord sur l'ordinateur familial, et puis finalement Internet partout et tout le temps, chez tout le monde, par le biais de nos téléphones, et l'histoire va se répéter. Ce qui s'est passé avec Internet va se répéter avec l'intelligence artificielle, mais pas pour les mêmes raisons. Internet, à l'instar de l'intelligence artificielle, est un outil qu'on peut qualifier de prodigieux. C'est magique au sens littéral. On ne s'en rend plus compte, parce qu'on vit avec depuis tellement longtemps, mais pouvoir communiquer n'importe quand avec n'importe qui partout dans le monde, pouvoir partager de l'information, avoir accès en tout temps et en tout lieu potentiellement à tout le savoir humain, pouvoir acheter tout ce qu'on veut et se faire livrer à domicile en 3 clics, c'est pas une avancée technologique Internet. C'est une révolution anthropologique. C'est-à-dire que ça a révolutionné l'humanité dans son ensemble et ça a révolutionné l'humain à l'échelle individuelle. Ça a modifié nos comportements individuels. Internet a changé le monde de la même manière que l'IA va changer le monde. Et aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de parler, l'IA n'en est jamais qu'à ses balbutiements. Voilà, la chose va se développer à vitesse grand V dans les 5, 10, 20 prochaines années. La différence notable entre Internet et l'intelligence artificielle, c'est qu'avec Internet, on a ce qu'on appelle un retour d'expérience. Ça fait 20 ans que la chose s'est complètement démocratisée, et donc ça fait 20 ans que nous pouvons observer ses effets. Petite parenthèse, j'ai regardé pour le plaisir des talk-shows du début des années 2000 sur ce thème, dont un ça se discute, où était invité Marc-Édouard Nab, entre autres, hein, qui racontait des conneries, comme d'habitude. Mais voilà, le plateau était très riche, il y avait beaucoup d'invités, il y avait des spécialistes d'Internet, il y avait des philosophes, il y avait des chercheurs, et avec du recul, quand on les écoute, hein, il est facile de constater que aucun d'entre eux n'a été en mesure de prédire les bouleversements anthropologiques engendrés par Internet. Tous, vous les écoutez tous, ils sont tous à côté de la plaque. Parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir le futur, car le futur est trop chaotique pour être prévisible. Donc, vous pouvez regarder l'émission autant que vous voulez, il n'y en a aucun qui a prédit l'apparition de TokTok, d'OnlyFans, d'Instagram ou de ce genre de trucs. En revanche, ce qu'ils auraient pu prévoir et ce qu'ils n'ont pas fait, c'est que Internet, et c'était inéluctable, allait rendre les gens débiles. Mais ils ne l'ont pas fait parce que c'est mal vu d'être réaliste, surtout à la télé. Il faut toujours voir le bon côté des choses, il faut toujours trouver des solutions, il faut toujours être techno-optimiste, sinon on est un réactionnaire débile ou un grincheux. Voilà, faut
montrer de l'enthousiasme, faut dire quelque chose d'enthousiasmant, donc personne ne s'est aventuré sur ce terrain et personne n'a parlé de la chute inéluctable de qualité de matériel humain qu'allait entraîner l'apparition d'Internet. L'intelligence artificielle, c'est pareil. On ne peut pas prédire précisément ce que ça va engendrer. On peut faire toutes les prédictions de la Terre. Le réel sera différent et à mon avis dépassera tout ce qu'on aura pu imaginer. Mais la seule chose dont on peut être certain, c'est que ça va nous rendre débiles. Quel est le bilan d'Internet sur les masses humaines? Pas sur les individus, sur les masses. Parce qu'il y a des individus qui en ont profité à titre individuel, mais sur les masses, on parle du général, on ne parle pas du particulier. Le premier le constat qu'on peut faire, c'est que selon certaines estimations, j'ai vérifié les chiffres avant de faire cette vidéo, c'est l'intelligence artificielle qui est allée vérifier les chiffres à ma place, eh bien un tiers de la bande passante web mondiale concerne de la pornographie. J'ai même pas envie de commenter ce chiffre tellement il fait peur, et tellement les méfaits de l'exposition répétée à de tels contenus ont des effets délétères tant sur la société que l'individu. Donc il ne s'agit pas d'avoir un discours anti-porno-rabique, mais tout de même, on parle d'un tiers de la bande passante mondiale consacrée à la pornographie. Donc la Terre entière passe sa vie à se branler sur du porno. Je ne crois pas que ça élève l'état vibratoire de l'humanité. Quand les gens ne regardent pas du porno, désormais, ce qu'ils font depuis quelques années, c'est qu'ils scrollent pendant des heures sur TokTok ou autre. Et d'ailleurs, il y a une vraie analogie à faire entre l'acte de scroller et celui de se masturber. La dimension masturbatoire est bien présente dans le scrolling. On doite son téléphone pour faire jouir son cerveau reptilien, son âme basse. Donc c'est bien une fois de temps en temps, ça fait du bien une fois de temps en temps, mais quand on fait ça 8 heures par jour, il y a un problème et ça a des effets délétères sur le cerveau, sur le matériel humain qui s'y adonne. Donc les gens scrollent, ils s'abreuvent de contenus très courts qui n'ont aucun intérêt 99% du temps, ce qui va perturber leur concentration, ce qui va dérégler le ratio effort-satisfaction. C'est une activité de débile qui rend débile et qui agit à la manière d'une drogue. C'est très addictif, c'est comme du crack. Et quand on regarde des gens scroller, ou qu'on scrolle soi-même, au moment où on scrolle, on est au même niveau qu'un crackhead de Stalingrad. On ressemble à un crackhead de Stalingrad. Et une fois qu'on a mis le nez dedans, on peut plus s'en sortir. C'est très addictif et c'est pas un jugement de valeur. Je suis le premier concerné. Le temps que je passe à scroller sur mon téléphone au lieu de faire des choses utiles et constructives, c'est absolument tragique. Quand les gens ne se branlent pas ou ne scrollent pas, ce qui revient à peu près au même, ils regardent des séries, ils regardent des programmes sur YouTube, des programmes pourris, et puis en parallèle, ils continuent de regarder la télé, parce que ils font tout ça avec la télé allumée en fond sonore. Parce que ce qui est remarquable, c'est que Internet n'a pas baissé la consommation de programmes télévisuels. La télé est allumée plus de 3 heures par jour chez les Français. C'est-à-dire que les sources de divertissement, au sens de ce qui nous divertit, de ce qui nous détourne de l'essentiel, elles n'ont pas changé. Elles s'ajoutent aux autres, elles se superposent, elles s'additionnent, elles s'accumulent. Donc on avait la radio, on avait la télé, on avait Internet, et désormais on va avoir l'IA qui va venir compléter toute cette gamme de technologies divertissantes. Autres effets qu'Internet a eu sur la société, alors voilà, je voudrais pas dresser un tableau totalement négatif, mais bon, c'est un outil qui au départ a la capacité de relier tous les êtres humains du monde entre eux en permanence. Est-ce que les relations humaines se sont améliorées grâce à Internet? La réponse est indiscutablement non. Internet a dégradé les rapports humains. Lorsqu'on fait des lives privés avec Pierre-Yves Lenoble et d'autres, on a cet extraordinaire privilège de pouvoir discuter avec beaucoup de monde et d'avoir des retours d'expérience très nombreux et d'avoir un public très jeune qui nous parle de ses difficultés. Et à chaque fois que le thème de l'amitié est évoqué, par exemple, parce que c'est un thème qui nous tient à cœur dans nos lives, nous constatons que chez les jeunes générations, tisser du lien amical authentique, c'est moins évident que ça ne l'était pour nous. Les jeunes, ce qu'ils nous racontent, c'est qu'ils sont très seuls, c'est qu'ils n'ont pas un groupe d'amis solidaires autour d'eux dans le monde physique,
Ils ont beaucoup d'interactions dématérialisées avec plein de gens, et j'insiste sur le terme dématérialisé. Les relations qu'on a par Internet, elles sont dématérialisées, elles ne sont pas virtuelles, elles sont bel et bien réelles, elles sont simplement dématérialisées, c'est très différent. Mais les amitiés véritables, hein, au sens physique du terme, euh, ils n'en ont pas beaucoup, et ils en souffrent. Les rapports entre les hommes et les femmes, on ne va pas revenir là-dessus, sont devenus exécrables, horribles. Les applications de rencontres ont totalement déréglé le processus de séduction et d'attachement amoureux. Misère affective, chute de la natalité, divorce, bovarisme de masse, etc., etc. À côté de ça, on a une grande partie des gens qui consomment des objets transitionnels inutiles et de piètre qualité parce qu'ils sont submergés d'offres publicitaires ciblées en permanence. Ça fait la fortune des dropshippers, mais ça fait le malheur des hommes. Ça fait le malheur de l'environnement. Les gens sont constamment confrontés à l'actualité. Il n'y a plus le grand mess de 20 heures, hein, c'est de l'actualité en permanence. L'actualité détruit hein, le fonctionnement de la psyché. Ça parasite le cerveau. Globalement, on a le QI qui baisse. Mais bon, c'est déjà pas très marrant ce que je suis en train de dire. Mais en fait, il y a plus grave que ça. Il y a encore plus grave que ça. Internet a porté un coup fatal à quelque chose de très important qui s'appelle la mémoire. Puisque nous sommes connectés partout et tout le temps, nous avons en permanence accès à l'information. Et le cerveau humain, excusez-moi, étant ce qu'il est, nous fonctionnons à l'économie. Ce qui signifie que, désormais, nous nous abstenons de retenir les choses. C'est dramatique, car la mémoire est un élément constitutif de l'intelligence. Puisque une des fonctions de l'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence, mais une des fonctions de l'intelligence, c'est la capacité à établir un rapport, à faire des liens entre des idées ou des faits, ou des idées entre elles, ou des faits entre eux. Et si vous n'avez aucune information gravée dans la tête, vous ne pouvez plus établir ces liens de causalité entre les choses. Je vais vous raconter une histoire, je la raconte souvent, mais Ponce Pilate, préfet de Jérusalem, contemporain de Jésus, qu'il tentera en vain de sauver de la foule déchaînée qui préférera sauver l'abject criminel Barabbas plutôt que le Messie, et bien ce Ponce Pilate connaissait par cœur le nom et la profession de tous ses administrés. Il savait chaque jour qui mourait et qui naissait, et il connaissait le lien de filiation qui unissait tous ses administrés entre eux. Et Ponce Pilate, c'était le procurateur, c'est-à-dire le représentant de l'Empire romain, de près d'un demi-million de personnes. Il avait entre 500 et 500 000 administrés. Il connaissait leur nom, il connaissait leur profession, il était capable d'établir, peut-être pas tous, hein, mais il était capable d'établir des liens de filiation entre eux. Mémoire d'éléphant. Alors l'histoire a retenu le cas de Ponce Pilate parce qu'il avait vraiment des capacités de mémorisation remarquables, mais avant l'invention de l'imprimerie, la chose n'était pas si rare. Les individus avaient une mémoire extraordinaire. Ils avaient un cerveau qui fonctionnait à plein régime et ils avaient aussi un discernement sans faille parce que il ne s'agissait pas d'engranger de l'information, il fallait encore qu'ils soient capables de retranscrire correctement l'information qu'ils avaient retenue. Sinon, c'était tout le système qui s'effondrait. Et Internet a tué la mémoire. On peut qualifier ça de catastrophe intellectuelle. C'est comme si un tsunami cognitif invisible avait balayé toute l'humanité. Donc cette perte de mémoire généralisée, est-ce que ça a élevé le niveau global de l'espèce humaine? La réponse est non. Le cerveau humain, c'est l'objet le plus complexe de l'univers, l'objet connu le plus complexe de l'univers, et une de ses fonctions, c'est d'engranger de l'information, et ensuite d'utiliser cette information, de restituer cette information, ou de transmettre cette information. Donc quand on fait tourner plus ou moins à vide l'objet le plus complexe de l'univers, ou qu'on le détourne de sa fonction, il y a des bugs système qui vont apparaître. Hein. C'est fatal. Pour donner un exemple, l'autisme. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins autiste. Peut-être pas forcément au sens médical du terme, mais je parle de gens qui ont d'énormes capacités cognitives et qui pourtant sont pédales dans la semoule, sont totalement à l'ouest et sont dysfonctionnels. Alors, c'est peut-être pas que la faute d'Internet. Il y a les perturbateurs endocriniens qui sont derrière,
il y a la pollution, il y a la surorganisation du monde, il y a les vaccins peut-être, moi j'en sais rien, toutes les théories sont possibles, mais je ne crois pas qu'Internet soit totalement étranger à ce phénomène. Il n'est pas possible d'abreuver en permanence des gros cerveaux d'un flot continu d'informations inutiles et improductives sans qu'à un moment donné, la machine ne s'enraye. Vous savez, pour les contributeurs qu'on fait des lives privés avec une psychologue qui s'appelle Audrey, donc Audrey, c'est pas n'importe qui, c'est une psychologue praticienne, c'est-à-dire qui reçoit vraiment des patients en consultation, et elle fait ça depuis au minimum 25 ans. Et elle m'a raconté une fois, alors je ne sais pas si c'était au téléphone ou si c'était en live, je la salue d'ailleurs, qu'elle recevait en consultation des jeunes de 13, 14, 15 ans et qu'elle observait chez eux un phénomène nouveau. C'est que ces adolescents et ces préadolescents n'ont pas de souvenirs d'enfance. Voilà, donc ils ne se souviennent pas de l'école maternelle, etc. Ça peut arriver qu'on n'ait que des souvenirs confus des premières années de notre vie, c'est normal, mais ils ne se souviennent pas non plus de leur école primaire, parce que depuis l'enfance, leur cerveau est surchargé d'informations, leur cerveau est sursollicité, et à aucun moment il ne s'ennuie, il ne se pose pour traiter cette information, ou pour mettre en application toute cette information, parce que l'information qu'ils reçoivent, elle est improductive et elle est inutile. Résultat, eh bien, ils n'ont plus de souvenirs. Je pose la question, qu'est-ce que ça donne un adulte qui n'a pas de souvenirs d'enfance? Je ne sais pas. Un sociopathe, un dépressif, un fou, en tout cas, un adulte dysfonctionnel. Hein, je pense que c'est indiscutable. Donc voilà, le bilan Internet, c'est une abrutisation. Ah, il y a des gens qui vont me dire c'est pas français, c'est un barbarisme utilisé à dessein pour dire que ce n'est pas qu'un abrutissement comme un autre, c'est un abrutissement spécial qui nécessite donc une dénomination particulière. Et cette abrutisation, elle se voit, qu'on ne vienne pas me dire le contraire. La prolifération des cas sociaux, elle est évidente, la multiplication des hypercérébraux dysfonctionnels, les relations humaines détériorées. Il n'y a pas besoin d'études scientifiques poussées pour constater ces phénomènes. C'est sous nos yeux en permanence et nous les constatons. Pour deux raisons majeures, à mon avis, je l'ai dit, mais j'aime bien récapituler, j'aime bien synthétiser. La surstimulation cérébrale, inutile et improductive, d'un côté, et la disparition de la mémoire. Avec l'intelligence artificielle, attendez-vous à une deuxième vague d'abrutisation généralisée, encore plus violente que la première, mais pour des raisons différentes cette fois, et qui sont encore plus terrifiantes, à mon avis, que celles qu'on vient de voir. Pour commencer, d'où je parle, je ne suis pas un réfractaire anti-technologie, pas du tout. Je me sers de l'IA, je suis abonné à ChatGPT, je me suis servi de l'IA pour faire cette vidéo. L'IA m'a épargné des recherches longues et fastidieuses, et peut-être que je vais me servir aussi de l'intelligence artificielle pour créer la miniature de cette vidéo à ma place, j'en sais rien. J'utilise l'intelligence artificielle comme j'utilise Internet, et demain, tout le monde fera comme moi pour tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est pas de trouver un moyen d'échapper au ravage de l'intelligence artificielle, on n'y échappera pas. L'idée, c'est de comprendre ce que ça va produire sur le matériel humain, et de s'y préparer, et peut-être de s'en prémunir au minimum à l'échelle individuelle. Je dis bien peut-être. Un jour, quelqu'un est venu interviewer Julius Evola, et à cette époque, Julius Evola semblait être très vieux. Donc on n'est pas en train de parler du Julius Evola proto-fasciste fougueux qui écrit des essais pérennialistes, grandiloquents. Non, c'est Julius Evola, le vieil homme. Et l'intervieweur lui dit, vous dressez un tableau absolument apocalyptique du monde moderne, mais monsieur Evola, comment fait-on pour changer ça? Et Julius Evola, vieux, assagi, ne cherchant plus à promouvoir de solutions politiques à ce phénomène, parce qu'il a compris que cela était totalement vain, a répondu, mes chers monsieur, on ne fait rien, nous sommes pris dans une avalanche, et quand nous sommes pris dans une avalanche, nous n'avons d'autre choix que de subir et d'attendre que ça s'arrête. Quand on est pris dans une avalanche, effectivement, on s'agite comme on peut pour essayer d'accrocher un bout de paroi ou autre, je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs, on prie pour survivre,
Et puis si on survit, on prie encore plus fort pour que un sauveteur nous retrouve et nous sorte de là. Bah, l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est une avalanche. Alors pourquoi l'intelligence artificielle va rendre les gens encore plus débiles qu'ils ne le sont déjà, à cause notamment d'Internet et de la télévision? Eh bien, je l'ai dit, pour des raisons très différentes qui vont s'additionner aux autres. Ça veut dire non seulement ils vont devenir encore plus bêtes, mais encore vont-ils devenir différemment bêtes. Et je vous l'ai dit, on le sait, de toute éternité. Alors qu'est-ce que l'IA fondamentalement? C'est un outil qui recherche et organise les idées à notre place, ou qui produit des choses à notre place, des images, des schémas, tout ce que vous voulez. On pose une question à l'IA, elle répond. On lui demande de faire quelque chose, elle s'exécute. Et comme sur Internet, sur le papier, c'est un outil prodigieux. Et moi-même, je suis subjugué par ce que ChatGPT est capable de faire, par exemple. Je vais vous raconter une anecdote. Je conversais avec un pote il n'y a pas longtemps, et il me dit qu'il demande à l'IA de répondre aux questions qu'il lui pose, mais à la manière de Diogène le Cynique. Diogène le Cynique, le philosophe le plus caïra de l'histoire de la Grèce antique. Et il m'envoie les réponses que ChatGPT lui fournit à la manière de Diogène. Je trouve ça, je lis les réponses, je trouve ça dingue, d'une incroyable pertinence. Puis, alors, je décide de faire la même chose, mais cette fois en exposant à l'intelligence artificielle mes propres difficultés personnelles. Et c'est l'avatar de Diogène qui me répond. Les réponses sont à tomber le cul par terre, tellement c'est pertinent d'abord ce qu'il raconte, et tellement c'est bien fait. Donc, quand j'ai fait ça, je le savais déjà, mais ça m'a encore plus... j'ai encore plus pris conscience de la dimension vertigineuse de ce qu'était l'intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mais c'est tout le problème. C'est que c'est un outil qui travaille à notre place. Et quand je dis qu'il travaille à notre place, il ne fait pas n'importe quel travail. Il n'enlève pas les mauvaises herbes à notre place. Il ne passe pas l'aspirateur à notre place. Il réfléchit à notre place. Donc le résultat prévisible, puisque le cerveau humain fonctionne à l'économie, c'est que il va se produire exactement la même chose que ce qui s'est produit sur la mémoire avec l'avènement d'Internet. Les gens vont désormais s'abstenir de réfléchir, puisqu'une machine le fait à leur place. Chaque fois qu'ils se poseront une question, qu'elle soit d'ordre professionnel, personnel ou existentiel, ils demanderont à l'intelligence artificielle ce qu'elle en pense, et l'intelligence artificielle répondra, et elle répondra bien, elle donnera des réponses pertinentes. Or, quand on se pose une question, le plus important, la plupart du temps, c'est pas de trouver une réponse à la question qu'on se pose, puisque cette réponse, on finira par la trouver. Ce qui est important, c'est de réfléchir par soi-même à cette réponse. La réflexion est une dimension fondamentale de l'intelligence humaine. Le plus important, c'est de réfléchir. C'est pas d'avoir la réponse toute cuite dans la bouche à toutes les questions qu'on se pose. Parce que, en cherchant, il se passe qu'on trouve les réponses aux questions qu'on se pose, mais on trouve aussi des réponses aux questions qu'on ne s'était pas posées. Et surtout, on prend la mesure de cette réponse. On comprend, dans le sens de prendre avec soi, la réponse à la question qu'on se posait et subsidiairement à la question qu'on ne se posait pas. Et cette réponse, c'est le fruit d'une réflexion et d'une expérience. Ce processus, donc essentiel de réflexion, va tendre à disparaître. Un individu à qui on sert sur un plateau la réponse adaptée à toutes les questions qu'il se pose, ne devient pas un surhomme. Il devient un débile. Voilà, c'est une fatalité. Il y a des gens qui vont continuer à réfléchir et qui, grâce à l'intelligence artificielle, réfléchiront mieux, seront plus créatifs, plus productifs, plus éveillés. Ça va exister, mais les masses humaines vont devenir débiles. Encore plus débiles qu'elles ne le sont devenues avec Internet et la télévision. Avec Internet, nous avons accès à une infinité de relations possibles à disposition. Nous nous sommes abstenus de prendre soin et de tisser des liens avec ceux qui nous entourent. Nous nous sommes épargnés l'effort de nouer des relations qualitatives. C'est fatigant, c'est long et c'est fastidieux et c'est source de beaucoup de déception de nouer des relations durables et qualitatives avec les autres. Avec Internet, nous avons un accès illimité à l'information, nous nous sommes abstenus de la mémoriser et nous avons regardé de la pornographie à la place. Avec l'intelligence artificielle, nous avons un outil qui réfléchit à notre place et nécessairement, nous nous abstiendrons donc de penser. Dans
le symbolisme traditionnel, il y a un symbole qu'on retrouve partout et tout le temps, c'est celui du labyrinthe. Il y a des labyrinthes partout. Et sur la miniature de la vidéo, l'espèce de symbole que vous voyez au milieu, avec le Jim Carrey dans Dumb and Dumber, là, c'est un labyrinthe qui est sur la dalle, donc sur le sol, de la cathédrale de Chartres. Ce labyrinthe que vous voyez n'est jamais qu'une variante d'un symbolisme encore plus primordial qu'est le symbolisme du centre. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire les travaux de René Guénon, il n'y a rien de mieux sur ce sujet. Et le symbolisme du centre, grosso modo, il a plein de variantes, ça va être des rosaces, ça va être des roses, ça va être des lotus, ça va être tout ce que vous voulez, mais ce qui le caractérise, c'est c'est un cercle, donc il y a une circonférence, et il y a un centre, le centre du cercle. Dans le symbolisme du centre, le symbole pris dans son acception la plus fondamentale, eh bien, sa signification, hein, c'est que le centre, c'est Dieu, ou le moteur immobile de l'univers, ou l'unité primordiale, peu importe. Et ce centre, il est introuvable, il est impalpable. On n'arrive jamais à avoir le centre, on n'arrive jamais à atteindre l'infiniment petit qui nous permettrait de déterminer le centre. Donc ce centre est introuvable, et c'est pourtant lui qui fait tourner la roue, et la circonférence, donc le tour du cercle, eh bien c'est le monde manifesté, c'est l'univers, c'est le cosmos, c'est l'incarnation dans laquelle nous vivons. Donc c'est un symbolisme qui établit un rapport entre la substance des choses, donc la circonférence du cercle, l'univers, la matière, et leur essence, c'est-à-dire le centre, ce centre qui est mathématiquement et rationnellement introuvable. Et le moyen pour découvrir l'essence des choses, donc le sens des choses, pour faire de la langue des oiseaux un peu à deux balles, l'essence c'est le sens, eh bien il faut parvenir à aller de la circonférence vers le centre du cercle. Et ce chemin parcouru entre la circonférence et le centre, entre la substance des choses et leur essence, eh bien ce chemin parcouru n'est jamais une ligne droite, c'est jamais linéaire. C'est un chemin sinueux et escarpé, et trompeur. On se trompe de route. On revient en arrière. Mais le mauvais chemin qu'on a emprunté nous permet de mieux comprendre l'architecture globale de l'ensemble. Et ce faisant, avant d'accéder à l'unité primordiale, c'est-à-dire avant d'avoir résolu le labyrinthe, eh bien, on parcourt l'univers dans son entièreté. Là, je parle de métaphysique, mais ça vaut pour toutes les questions qu'on se pose dans la vie, tous les cheminements, toutes les interrogations, toutes les résolutions de mystères. On n'a jamais la réponse toute cuite. Il y a un cheminement de pensée d'ordre labyrinthique. Avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, il n'y aura plus de labyrinthe. La réponse à la question, ce sera une ligne droite. Une ligne droite qui nous téléportera vers le centre sans effort. Cette ligne droite, nous n'aurons même pas à la parcourir. Nous nous téléporterons. On ira en hélicoptère vers la réponse. Je reviens sur ce labyrinthe, celui de Chartres, celui qui est sur la dalle du sol de la cathédrale de Chartres. C'est extraordinairement difficile de réaliser un tel ouvrage, il est énorme. Donc, il n'est pas là pour rien, c'est pas juste un élément décoratif, il est gravé sur le carrelage de la cathédrale parce qu'il avait une fonction. Et cette fonction, c'était de remplacer le pèlerinage à Jérusalem, Compostelle, Lourdes, ou je ne sais où, j'en sais rien, pour ceux très nombreux qui n'avaient pas les moyens de l'entreprendre. Donc ils ne faisaient pas le pèlerinage, mais ils allaient à pied résoudre le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Et l'image du pèlerinage, elle est parfaite pour comprendre les dégâts cérébraux que va faire l'IA sur le matériel humain en général. Quand vous marchez vers Compostelle, vous faites le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, plusieurs jours, seul avec vous-même, sale, vulnérable, et en même temps dans la toute-puissance de vos aptitudes physiques parce que vous produisez un effort considérable, vous marchez. Évidemment que l'objectif final, c'est de vous rendre à Compostelle. Mais à Compostelle, il n'y a rien de particulier à voir. Il y a une cathédrale, comme vous pouvez en voir partout. Donc ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et c'est ce que vous apprendrez sur vous-même en cheminant. La destination, elle est anecdotique. Ou plutôt, la destination n'est compréhensible que parce qu'elle est l'aboutissement d'un processus qui est celui de marcher pendant des jours entiers tendu vers un but.
Moi-même, j'ai fait un pèlerinage une fois, celui de la grotte de Krishna dans le Cachemire, c'était un peu par hasard. Et puis, il fallait aller tout en haut d'une montagne. Il fallait marcher de 6 heures du matin jusqu'à minuit, à un rythme extrêmement soutenu. Et puis, une fois arrivé au sommet, il fallait manger léger. On nous distribuait des pois chiches sans accompagnement. Et puis, une fois qu'on avait fait ça, il fallait faire la queue plusieurs heures au milieu des pèlerins, dans une queue énorme pour, à un moment donné, pénétrer dans la grotte, qui est une grotte pareille à 1000 autres grottes, voir la statue de Krishna, qui n'a rien d'exceptionnel non plus, et faire un vœu. Et c'est un moment qui est gravé à tout jamais dans ma mémoire. Quand je suis entré dans la grotte, j'étais empli d'une charge émotionnelle énorme. Ce qui m'a mis dans les dispositions de recevoir et de percevoir Krishna, comme si j'étais allé rendre visite moi-même à Krishna, c'est le chemin épuisant qu'il a fallu pour y parvenir. Si on m'avait déposé en hélicoptère devant la grotte, j'aurais jeté un œil à l'intérieur de la grotte, j'aurais vu la statue, j'en aurais rien retiré, j'aurais pas compris, j'aurais pas ressenti. Eh bien, l'IA, c'est cet hélicoptère qui vous amène à destination, qui vous téléporte et qui vous confisque toute la charge émotionnelle et intellectuelle du chemin que vous auriez dû parcourir pour y parvenir, et sans laquelle rien n'a de valeur ni d'intérêt. Je vous laisse imaginer, j'ai parlé de tsunami un peu plus tôt, j'ai parlé de catastrophe, je vous laisse imaginer le cataclysme cognitif qui nous attend dans les 10 ou 20 prochaines années. Ce qui va se passer, c'est un pur délire. On va être entouré de fous et de débiles qui parleront à des robots plus intelligents qu'eux pour leur raconter n'importe quoi. À titre individuel, plus personne ne sera capable de régler les problèmes. Il va y avoir une chute de compétences, alors que dans le même temps, grâce à l'intelligence artificielle également, le monde va encore davantage se surorganiser, se surcomplexifier, ce qui signifie qu'à l'échelle collective, quand un problème se posera, il y aura tellement de domaines et de questions imbriquées et interconnectées les unes dans les autres que seuls les IA seront à même de nous apporter, sinon la bonne solution, au moins une solution. Les humains en seront devenus incapables. Donc les IA viendront se rendre au chevet de l'IA et l'intelligence artificielle, pour citer Alison, l'ami de mon ami Alex Brown, l'intelligence artificielle deviendra Dieu. Voilà l'avenir. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Ce qu'on peut y faire, c'est d'essayer individuellement de se préparer et de se prémunir contre ça. Et d'essayer de préparer nos enfants, surtout. Parce que nous, quelque part, on s'en fout. Il faut essayer de faire en sorte que nos enfants, dans le futur, ne soient pas cet adolescent qui, aujourd'hui, n'a pas de souvenir d'enfance. Et qui, donc dans le futur, avec l'intelligence artificielle, en plus de ne pas avoir de souvenirs, aura perdu la capacité de réfléchir. Les enfants, il faut les laisser s'ennuyer pour traiter l'information, il faut les laisser chercher par eux-mêmes les réponses aux questions qu'ils se posent, et puis c'est comme ça que peut-être on en sauvera quelques-uns. Tout en ayant conscience que d'une manière ou d'une autre, nous serons tous individuellement impactés, parce que l'homme n'est pas une monade, l'homme n'est pas une entité indépendante de son environnement. L'environnement nous façonne, qu'on le veuille ou non. Alors avant de terminer cette vidéo, je rappelle que j'ai écrit un livre d'aphorismes avec Pierre-Yves Lenoble qui s'appelle Aphorismes et pensées. Et dans ce livre, il y a un aphorisme, je ne sais plus s'il est de moi ou s'il est de Pierre-Yves, parce qu'on les a tellement travaillés ensemble que des fois j'ai un doute, mais il y a un aphorisme qui dit « l'égarement fait partie de la voie ». L'égarement fait partie de la voie. Et qui résume toute la vidéo finalement. C'est ça la puissance de l'aphorisme, c'est de dire en quelques mots des choses compliquées et laborieuses. Je rappelle que ce livre est toujours disponible sur Amazon aux éditions Pangolin. Le lien est également en descriptif de la vidéo avec l'accès au contenu exclusif sur Patreon. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.